That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. Il y a des gens dans le studio qui veulent manger les coupés, ça les rend nerveux. La nervosité, ça détruit les cellules. Et les cellules détruisent les molécules. Et les molécules détruisent les atomes. Et les atomes, ça tue les gens. Merci Jean-Paul, tu n'es pas d'accord avec moi? Non, okay, moi je t'écoute. Hein. C'est une théorie comme tout autre. Ouais, laisse-moi ma théorie. C'est un avis. On parle de quoi, Jean-Paul? Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet et donc nous allons commémorer les 153 ans de la sortie de l'œuvre majeure de Karl Marx qui s'appelle Le Capital. Ah bon? Oui, ça fait 153 ans aujourd'hui qu'avait été publié pour la première fois cette œuvre. Alors d'autres parlent souvent du 14 septembre, mais le 14 septembre, c'est la traduction en anglais. Il ne faut pas l'oublier. La première version de l'œuvre Le Capital était en allemand et c'était publié la première fois le 16 juillet 1867 à Berlin. Mais il faut savoir qu'en 1867, lorsque sort Capital, c'est déjà une partie d'une œuvre titanesque, il ne faut pas l'oublier. Karl Marx aura mis près de 20 années de sa vie pour rédiger Le Capital. Alors, Le Capital, c'est d'abord sa pensée scientifique, philosophique, qu'il va mettre sur 3 tomes. Alors, le but du Capital, c'est quoi? C'est d'analyser scientifiquement ce qu'est le capital, quels sont ses fondements, quelles sont ses faiblesses, et ce qui, aux yeux de Marx, expliquerait que le capital devrait s'effondrer de lui-même parce qu'il a à l'intérieur de son propre concept d'énormes contradictions. Donc pour lui, il s'agissait pas seulement de prédire l'effondrement du capitalisme tôt ou tard, mais il fallait faire la démonstration scientifique de cette théorie-là. Et donc, malheureusement, ça va aussi prendre 20 années parce que tout au long de sa vie, Karl Marx aura toujours fait face à l'adversité de la vie. C'est-à-dire que toute sa vie va être une succession de problèmes, notamment des problèmes sur le plan financier et sur le plan social. Et ce sont ces problèmes financiers et sociaux-là associés avec des problèmes sur le plan politique qu'il aura dans la plupart des pays où il va essayer de s'installer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Karl Marx, il est né déjà au nord de l'Allemagne, ce qu'on appelle le Bas-Rhin. Et donc, là-bas, il est issu d'une riche famille. Son père était avocat d'affaires et son grand-père était un célèbre rabbin juif allemand. Et donc, sa mère, elle descend aussi d'une grande lignée de commerçants juifs hollandais qui s'étaient installés en Allemagne fin du 16e, début du 17e siècle. Et donc, lui, il va naître dans une famille aisée. C'était une famille juive allemande aisée. Et donc, grâce à cela, il va également faire de brillantes études qui vont l'amener jusqu'à un doctorat en philosophie de l'université de Bonn. Mais évidemment, Karl Marx, lui, il est intéressé. C'est un disciple de Hegel. Hegel qui a mis en place ce qu'on appelle le matérialisme intellectuel et donc, l'idéalisme intellectuel. Donc cet idéalisme-là, lui, il va commencer à se dire que l'idéalisme, en gros, c'est quoi? C'est qu'on observe des faits et on en tire des concepts philosophiques. On voit comment les gens... C'est la base même de la science qui deviendra plus tard la sociologie. Mais donc Karl Marx, lui, il ne veut plus se limiter à l'observation des choses. Lui, il veut les comprendre et les comprendre de manière rationnelle, de manière scientifique et en faire la démonstration, de montrer que telle chose est bonne. Et c'est ce qu'il appelle la critique matérialiste. Et donc, lui, il va, dès qu'il sort de l'université de Bonn, dans un premier temps, il aspire justement à être titulaire d'une chaire universitaire et à enseigner. Malheureusement pour lui, il s'avère que, si tu veux, le courant de pensée ou la forme de connaissance, ou enfin sa conception de la philosophie va se heurter à certaines sensibilités, notamment au niveau du gouvernement, parce que Karl Marx va très vite se lancer dans une espèce de critique de toutes les philosophies qui existaient à l'époque, de Proudhon en passant par Adam Smith, David Ricardo, Feuerbach, Hegel et autres. Et donc ça va pas être du goût du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui sont même les chouchous du gouvernement, parce que si tu veux, ils font l'apologie
du monde dans lequel on vit, du monde allemand dans lequel on vit, donc du capitalisme et du progrès que cela apporte et du bien-être que cela produit sur la société. Or, pour Karl Marx, lui, il va constater que au cours non seulement de ses nombreux exils, parce que après avoir constaté et compris qu'il ne pourrait pas être titulaire d'une chaire en Allemagne, il va d'abord, dans un premier temps, aller s'installer à Paris. Enfin, il va d'abord entrer dans le journalisme en Allemagne et très vite, il va avoir des problèmes avec les autorités parce qu'il est extrêmement critique sur la société allemande, extrêmement critique sur la manière dont les Allemands vivent, les Allemands sont traités, notamment les travailleurs, les ouvriers, et donc très vite il va il va voir son journal d'abord suspendu, puis son journal va être carrément interdit de publication. Et donc par la suite il va quitter l'Allemagne et va venir s'installer à Paris. À Paris il va continuer à vouloir lancer un journal clandestin en Allemagne. Malheureusement pour lui, les difficultés financières et les difficultés logistiques pour pouvoir acheminer ce journal-là en Allemagne vont faire que très vite ce journal-là ne puisse pas tenir. Et donc, il va être obligé d'être une espèce de journaliste allemand pour pouvoir survivre. Donc, il faisait des articles à la pige, donc il était payé à la pige et donc il revendait ces articles-là à certains journaux. Et dans le même temps, il se consacrait à la rédaction de nombreux ouvrages depuis l'Allemagne. Et donc, ces ouvrages-là qui étaient pour la plupart des espèces de critiques des pensées philosophiques de l'époque. Et donc, c'est dans cette période-là qu'en 1854, il va croiser un jeune étudiant allemand de philosophie à Londres, qui est Engels, et Engels qu'il avait déjà croisé quelques années auparavant, notamment en Allemagne. Ils vont se recroiser à Paris et donc ils vont se lier d'amitié. C'est une amitié qui va durer plus de 20 ans. Alors ensemble, ils vont énormément travailler, ils vont même publier plusieurs ouvrages ensemble, mais il faut bien comprendre que le Capital, qui est le premier tome qui sort en 1867, sera accompagné de 2 autres tomes qui sortiront en 1884 et en 1885, donc après la mort de Karl Marx. Parce que celui-ci s'entend déjà que à l'été 1883, il n'aurait plus la capacité de mener ces œuvres-là jusqu'à leur terme, c'est-à-dire en faire des livres et les publier. Il va donc les donner à Engels. Et Engels, après la mort de Karl Marx, sur la base des manuscrits et des brouillons que Marx avait mis à sa disposition, il va reconstituer, il va finaliser ces œuvres-là. Et donc le tome 2 et le tome 3 du Capital vont évidemment être publié à titre posthume. Ce qui est intéressant dans le Capital ici, c'est déjà le bouleversement que cela va entraîner dans le monde entier. Parce qu'il faut bien comprendre que fondamentalement, l'une des critiques les plus acerbes que Karl Marx faisait à l'encontre des philosophes, c'est qu'il disait qu'eux, ils étaient dans l'idéalisme, donc dans l'observation du monde. Et donc, pour lui, le philosophe ne devait pas se limiter à être un simple observateur de l'humanité. Il devait être un acteur de la transformation du monde. Et donc, cette transformation-là devait passer, par la critique de ce qui se faisait, de ce qu'il observait, et deuxièmement, dans le fait que lui, il devait réfléchir scientifiquement aux problèmes qui étaient posés, auxquels l'humanité, auxquels les hommes faisaient face, et proposer des solutions sur le plan scientifique. Et donc, c'est ça, son matérialisme qu'il va emprunter à Hegel et qui va maintenant appliquer non pas seulement à la philosophie, mais à l'économie. Pourquoi il s'intéresse à l'économie ? Parce que très vite, il va se rendre compte que, évidemment, lui, il est totalement opposé à toute forme d'exploitation. Et pour lui, il constate que les ouvriers sont exploités exactement comme on exploitait les esclaves. Et donc, pour lui, c'est une injustice fondamentale. Or, les capitalistes disent que c'est justement le fait que le capital permette justement la transmission des biens marchands et qu'à travers le capital, on permet à des gens, à travers le salaire, d'être rémunérés, donc d'avoir d'avoir de quoi survivre. Pour lui, c'est justement ce concept-là qui est à l'origine ou qui serait à l'origine de l'effondrement du capitalisme. Et donc dans le tome 1, il va d'abord s'évertuer à essayer de définir pour lui sa vision de l'économie, la définition des biens marchands, la définition de la monnaie, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'un bien, comment est-ce que l'on détermine la valeur d'un bien par rapport à la monnaie et comment est-ce que ces biens marchands-là circulent entre eux. Et donc
par la suite, ça c'est dans le premier, dans comment dirais-je, dans la première suite des premiers chapitres, et ensuite dans la première partie, et donc dans la deuxième partie du Capital, il va maintenant tenter de faire la démonstration scientifique que, évidemment, c'est cette exploitation, c'est cette contradiction qu'il y a à l'intérieur du capitalisme à travers la notion de travail. Parce que pour lui, il considère que la rémunération, lorsqu'on paye un salarié, l'employeur ou l'homme d'affaires ou bien l'entrepreneur va payer le salarié sur la base du temps de travail. Or, pour lui, Karl Marx considère que le temps de travail n'est pas la bonne unité de mesure pour déterminer la valeur du travail que produit le salarié et à partir duquel il est rémunéré. Or, parce que pour lui, la vraie valeur du travail que l'ouvrier produit, c'est sur la base de la force de travail. Parce que l'ouvrier amène sa force, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, c'est sa force qu'il amène. Or, lui, il est rémunéré sur la base du temps de travail. Et donc, comme la force de travail a une plus grande valeur que le temps de travail, et donc il considère qu'il y a là un différentiel entre le temps de travail et la force de travail. Et comme le temps de travail est inférieur à la force de travail, donc l'employeur met dans sa poche ce que lui il appelle la plus-value, cette espèce de bénéfice-là. C'est, pour lui, c'est ça même, c'est cette injustice-là, cette plus-value-là constitue l'injustice qui est à la base du capitalisme et pour lequel il faut se battre. Donc pour lui, le monde, le capitaliste tel qu'il est structuré, il est mal structuré. Et donc c'est la raison pour laquelle dans cette deuxième partie-là, il se fait particulièrement critique à l'égard d'Adam Smith et David Ricardo, qui sont les deux grands théoriciens de ce qu'on a appelé l'économie moderne, sur la base desquels Adam Smith, lui, va déterminer le marché, le rôle du marché, les différents acteurs, comment est-ce que ceci fonctionne. Et David Ricardo, lui, va beaucoup plus parler sur les relations en termes de salaire, de temps de travail et autres. Donc, ce sont ces deux théoriciens-là qui sont véritablement à la base, à l'époque, du type de capitalisme auquel Karl Marx veut s'opposer. Et donc pour lui, il est clair, il est indéniable que ce capitalisme-là doit s'effondrer. Et donc, par conséquent, il faut déjà préparer le monde de l'après-capitalisme. Et c'est ce monde d'après que lui, il appelle le socialisme. Et c'est la raison pour laquelle il demande, lorsqu'il a créé la célèbre internationale, l'Association internationale des travailleurs, il sort cette célèbre phrase-là, travailleurs du monde entier, unissez-vous. Il leur demande de s'unir pour préparer justement l'après-capitalisme dont l'effondrement ou dans la fin ne serait à ses yeux est à ses yeux inéluctable. Malheureusement pour lui, même à l'intérieur de l'Association internationale des capitalistes, il va se opposer à Proudhon parce qu'ils n'auront pas particulièrement la même vision et puis les deux vont s'opposer. Il va y avoir une scission et puis il va quitter cette association, mais il va continuer à travailler sur son œuvre Capital, à essayer de produire des articles pour des journaux pour essayer de survivre, mais malheureusement son état l'état de pauvreté dans lequel il aura vécu quasiment toute sa vie auront fini par l'avoir, puisque en 1883 il va décéder d'une tuberculose parce qu'il n'avait pas eu les moyens de pouvoir se soigner durant des années correctement. Et non seulement il ne se soignait pas correctement, il vivait de manière extrêmement pauvre et en plus c'était une véritable bête de travail. Donc tous ces facteurs-là combinés ont fait que malheureusement il n'aura pas vécu très très longtemps. Bon, il est mort quand même à un certain âge, mais du fait que sa situation se soit dégradée, de sa situation sociale qui était extrêmement précaire. Mais toute sa vie, il aura été déjà fidèle à son idéal, c'est de refuser de vivre comme un capitaliste, donc d'exploiter les autres hommes. Et donc lui, il va refuser d'être un homme d'affaires. Déjà, il est issu, comme je l'ai dit, son père était avocat d'affaires, donc et sa maman était issue d'une riche famille de commerçants juifs hollandais. Donc lui, il va refuser, il va s'opposer déjà à ses parents du point de vue philosophique parce qu'il considérait que ses parents travaillaient pour un système qui exploitait
quel être humain. Et ça va faire que même lui, il va avoir des rapports extrêmement difficiles avec ses parents, particulièrement avec sa mère, et celle-ci même à sa mort va refuser même de lui transmettre une part de son héritage, mais il finira quand même par la toucher quelques années seulement à peine avant de mourir. Donc Karl Marx, maintenant, quel est l'apport dans le monde? Eh bien, c'est que le Capital va être le livre de référence de l'ensemble des socialistes et des révolutionnaires qu'il va y avoir dans le monde. Et donc, Karl Marx, même de son vivant, va être considéré comme un véritable troublion, puisque son livre va être une véritable bombe et va être même à l'origine de plusieurs soulèvements dans plusieurs pays européens. Et donc, Karl Marx lui-même, bien entendu, soutenant ces formes de révolution, là, va s'attirer les foudres des gouvernements. Donc, à partir de là, il va partir à compter de là, il va même partir de Paris pour s'installer à Londres. Il va même passer par Monaco. Il aura même vécu un tout petit temps de sa vie en Algérie parce qu'il tentait d'aller là-bas pour se soigner parce que les coûts de santé étaient assez abordables vu les maigres moyens dont il disposait. Malheureusement pour lui, tout ça n'aura pas suffi. Il va décéder. Mais lorsque l'on regarde son œuvre, il est incontestable que ce qui va donner par la suite, il va être un véritable précurseur sur le plan intellectuel. Pourquoi? Parce que son matérialisme, les techniques ou la manière dont il aura d'analyser, d'observer le monde capitaliste va servir ensuite dans d'autres disciplines. Je l'ai dit ici, la sociologie du travail va beaucoup s'inspirer des travaux de Marx, non pas de ses conclusions, mais de la méthode de travail. C'est la méthode de travail que Marx va employer qui va servir les économistes et qui sert encore les économistes aujourd'hui, puisque des disciplines très pointues, très techniques, comme par exemple l'économétrie, des techniques, des domaines de l'économie comme la finance et autres, où on a des grosses équations mathématiques et autres, où on essaie de comprendre les comportements de tel ou tel facteur. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui même, on est dans un style où on a des algorithmes maintenant qui calculent les transactions financières. Mais tout part de Karl Marx, qui le premier va adapter à l'étude économique des techniques et des outils scientifiques et mathématiques. Donc ça, c'est véritablement la chose qu'il faut savoir, même si dans l'inconscient général, Karl Marx, quand on parle du capital, c'est d'abord évidemment de cette œuvre et surtout du fait que l'une de ses prédictions majeures ne s'est jamais réalisée, à savoir les fondements du capitalisme. C'est plutôt le socialisme qui s'est effondré en 1989 avec la chute du mur de Berlin. C'est le communisme qui a disparu, même si de temps à autre, on voit des relents, l'idée même du socialisme n'est pas morte en tant que telle, mais le socialisme en tant que politique viable qui puisse permettre dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde extrêmement capitalisé où l'argent a un rôle prédominant, malheureusement dans ce monde-là, on a aussi besoin du socialisme parce que c'est le socialisme qui ramène une certaine valeur, un certain humanisme dans un monde capitaliste qui a tendance à réduire tout à la valeur des choses. D'accord? On essaie de marchander ou de donner une valeur financière ou monétaire à tout objet, y compris à la vie humaine. Or, le socialisme essaye d'humaniser le capitalisme en essayant d'y mettre une dose d'égalité, une dose de justice sociale et autres. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est un héritage qu'il faut que l'on conserve de Karl Marx. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui s'intéressent aux sciences économiques doivent également lire Karl Marx. Non pas pour se limiter aux idées qu'ils ont données, mais à l'époque, il faut bien comprendre que ces idées étaient totalement révolutionnaires. Et donc, il a été l'acteur qu'il a toujours voulu être de son temps, c'est-à-dire un acteur qui œuvre pour la transformation de la société. Maintenant, au-delà de ça, il faut regarder de manière globale son œuvre et voir qu'il a été l'un des plus grands penseurs économiques de son époque. De son époque, donc du XXe siècle. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning pour le brin d'histoire. Restez connectés, dans quelques minutes, Gina va arriver. Stop Fresh Morning.